Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme, puis ensuite, un personnage et un document représentatifs de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr. Gabriel Martinez-Gros, bonjour. Bonjour. Merci donc de nous recevoir pour répondre à quelques questions pour les collègues du secondaire, que ce soit en 5e ou en seconde, sur un petit peu l'Espagne médiévale et en particulier dans le cadre de lycée, nouveau programme dans la Méditerranée médiévale. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez tout d'abord, dans une petite partie introductive, nous expliquer ce que c'est cette Espagne médiévale, on va dire depuis la conquête musulmane? Voilà, alors c'est une histoire assez originale en Méditerranée dans la mesure où c'est une péninsule divisée entre les deux grandes civilisations qui se partagent le bassin méditerranéen au Moyen-Âge, c'est-à-dire l'islam et la chrétienté. La majorité de la péninsule est musulmane entre la conquête de l'Espagne par les Arabes en 711 et on peut dire le milieu du XIIe siècle. C'est à peu près au milieu du XIIe siècle que la reconquête, la reconquista comme on dit en espagnol, rétablit à peu près l'équilibre territorial et sans doute pas encore tout à fait l'équilibre démographique. Je veux dire que pendant très longtemps, pendant 4 ou 5 siècles, la population de l'Espagne musulmane a été plus nombreuse que la population de l'Espagne chrétienne, qui était limitée au nord de la péninsule, c'est-à-dire au nord du Portugal actuel, au nord-ouest de l'Espagne actuelle, et un peu au nord-est aussi, c'est-à-dire que la Catalogne a constitué son identité historique dans le fait qu'elle n'a pas été, ou pratiquement pas été, conquise par les musulmans. Mais à peu près les 2/3 de la péninsule ibérique sont musulmans. Alors, cette histoire, elle est l'objet d'une controverse historiographique constante depuis la fin du XVIIIe siècle, on peut dire peut-être même depuis l'encyclopédie, depuis la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert en France dans les années 1750 par conséquent. C'est-à-dire que soit on insiste sur le caractère très violent de la reconquête et les dommages qu'elle a créés à la civilisation au total, et par conséquent et par contraste, on insiste sur la gloire, l'intérêt de la civilisation andalouse, arabe-andalouse, ou bien au contraire, on insiste sur les contacts qui ont eu lieu entre les deux mondes. Or, en fait, ces contacts, ils sont relativement tardifs. C'est quand les chrétiens reconquièrent Al-Andalus qu'ils entrent en possession à la fois avec des textes, des manuscrits et des populations musulmanes et juives capables de traduire ces manuscrits de l'arabe en latin. Or, ces manuscrits portent en particulier ce que l'Occident jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, où il va les retrouver en Grèce même, ce que l'Occident sait de la science grecque. En gros, de la science antique. La science antique disparaît des terres occidentales avec la chute de l'Empire romain, très étrangement, mais de façon tout à fait évidente en fait quand on y réfléchit un court instant. Les latins, les romains n'avaient jamais traduit ces textes scientifiques grecs, tout simplement parce qu'ils lisaient le grec. Toutes les élites de l'Empire romain lisent le grec. Mais quand ces élites disparaissent et quand l'Empire romain disparaît en Occident, tout simplement, la partie occidentale de l'Empire, de langue latine, se trouve coupée non seulement de la langue grecque, mais de tous ces textes, en particulier scientifiques, d'époque
alexandrine, comme on dit, c'est-à-dire de l'époque au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, et même au-delà, hein, 1er, 2e siècle de notre ère, qui ont été écrits à Alexandrie, ils ont été privés de toute une part, et en particulier de la part scientifique, mathématique, astronomique, médicale, de la science grecque. Or, cette science grecque, elle est passée en arabe, tout simplement. Elle a été traduite en arabe au 8e, 9e, 10e siècle, et traduite en Orient, hein, à Bagdad pour l'essentiel, et de Bagdad, elle est passée en Al-Andalus. Alors il a fallu finalement dans ce transfert 2 ou 3 conditions essentielles, c'est-à-dire un intérêt des califes de Bagdad pour cette science, mais aussi un foyer culturel important en Al-Andalus, parce que toutes les terres musulmanes ne disposaient pas de ces textes, n'avaient pas développé une culture assez brillante et assez exigeante pour que ces textes soient présents. Par exemple, en Palestine, où les croisés arrivent à la fin du XIe siècle, ils n'occupent aucune grande ville, aucune ville importante, hein, à l'exception peut-être de Tripoli sur la côte méditerranéenne, et par conséquent, la collecte des textes, et en particulier des textes scientifiques d'origine grecque, est très mince hein, pendant les croisades, alors qu'elle est très importante en Espagne et dans une moindre mesure en Sicile. On y reviendra justement, je pense, après avec cette fameuse école de Tolède, voilà, un petit peu. Voilà. Vous évoquiez les zones de contact entre les latins, les occidentaux et les musulmans. Donc on parle de la Palestine, la Sicile, effectivement, avec les dynasties normandes notamment. Et puis il y a l'Andalous, qui est un modèle un petit peu, si on est du côté musulman, particulier, notamment au niveau politique, avec un califat qui se crée, qui s'autonomise par rapport à Bagdad. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Eh bien justement que c'est en lien avec ce qu'on disait il y a un instant, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu un califat, c'est-à-dire une magistrature, une charge, on l'appellera comme on veut, une dignité, hein, qui se veut universelle dans le monde musulman. Hein. Le calife, en principe, n'est pas le calife d'un territoire, d'un royaume en particulier, mais de l'ensemble du monde islamique, de l'ensemble de l'islam. C'est parce qu'il y a eu un calife établi en Al-Andalus que la culture islamique andalouse s'est montrée particulièrement exigeante pour servir ce califat. En gros, il n'y avait que au Xe siècle, après une longue période dans laquelle il n'y a qu'un seul calife hein, qui règne à Damas d'abord, il est omeyyade, puis à Bagdad, il est abbasside, pendant une longue période où il n'y a qu'un seul calife, puis à partir du début du Xe siècle, 2 autres califats rivaux apparaissent. Le premier en Tunisie, les chiites, il va se déplacer ensuite en Égypte, c'est le califat des Fatimides, et le deuxième, c'est le califat omeyyade qui s'établit, qui est proclamé en Al-Andalus, et qui est proclamé parce que ces Omeyyades d'Al-Andalus sont les descendants des Omeyyades de Syrie, qui ont été les premiers califes de l'islam entre 660 et 750. Il n'y a donc que 3 califats, il n'y a que 3 capitales, mieux que de pays, mieux vaudrait parler de capitale. Il y a Bagdad, qui est la capitale du califat établi, si j'ose dire, hein, le califat des Abbassides, et 2 califats outsiders, un califat dit fatimide, donc chiite, d'abord en Tunisie, puis au Caire, et c'est ce califat qui fonde la ville du Caire d'ailleurs, en Égypte, et un califat à Cordoue. Hein. Et c'est parce que il faut égaler le califat de Bagdad en splendeur, et en particulier en splendeur intellectuelle, que le califat de Cordoue est aussi exigeant dans l'étendue des manuscrits qu'il achète, souvent en Orient, et dans le nombre de ces manuscrits, et dans la constitution de ces bibliothèques, en particulier la bibliothèque califale du calife Al-Hakam II à la fin du Xe siècle, qui, paraît-il, était la plus importante du monde musulman. Alors on cite des chiffres absolument invraisemblables, hein, de 400 000 volumes, c'est impossible évidemment, hein, mais on dit ce qui est plus intéressant, que le catalogue comportait 22 cahiers de 50 pages,
ce qui fait tout de même, si je compte bien, 1100 pages, quelque chose comme ça. Et donc, si on compte 7 à 8 livres par page, parce que tout y était indiqué, le titre du livre, l'endroit où on l'avait acheté, l'auteur, etc. Si on compte 7 à 8 titres par page, bah, ça vous donne quand même, vous voyez, une dizaine de milliers, une quinzaine de milliers, peut-être une vingtaine de milliers de volumes, ce qui est colossal. Hein. Les plus grandes bibliothèques de l'Europe occidentale à cette époque-là, Saint-Gall par exemple, comptent tout au plus 1 millier de volumes. Et donc, voilà, il a fallu toute une série de circonstances finalement pour que, au XIIe siècle, les chrétiens reconquérants trouvent là, dans ce monde islamique reconquis, dans ces territoires islamiques reconquis, de quoi renouer avec ce qu'ils estimaient en partie être leurs, hein, c'est-à-dire que ce qu'ils vont chercher d'abord, ce sont les noms qu'ils connaissent, hein, Platon, Aristote, bien sûr, hein, et ils les retrouvent en effet, hein, on avait conservé en Occident qu'une toute petite partie de l'œuvre aristotélicienne, essentiellement une partie de la logique, et on retrouve la quasi-totalité, à l'exception en particulier de l'œuvre physique, à l'exception de l'œuvre politique, qui n'intéressait pas les Arabes et qui n'avait pas été traduite. De la même façon, on retrouve un certain nombre de dialogues de Platon, pas nécessairement ceux que nous trouvons, ceux que nous jugeons aujourd'hui les plus intéressants, et puis surtout on retrouve des scientifiques, c'est-à-dire Ptolémée, le fameux Ptolémée, c'est-à-dire le système du monde tel que les Grecs l'ont organisé. Ptolémée d'époque romaine, mais il officiait à Alexandrie au IIe siècle de notre ère sous l'empereur Hadrien. On ne sait d'ailleurs pratiquement rien de lui à part ça, c'est-à-dire qu'il était contemporain d'Adrien, de l'empereur Hadrien, et qui a définitivement mis au point ce système grec du monde, le fonctionnement du ciel, enfin du mouvement des étoiles, tel que l'Occident le respectera ou le connaîtra jusqu'à Kepler, Galilée, Newton, c'est-à-dire jusqu'à la grande révolution scientifique du XVIIe siècle qui renverse totalement les données anciennes, les données héritées de l'Antiquité, et qui nous introduit pratiquement déjà à la physique, à l'astrophysique du monde contemporain. Hein. Vous avez les premières lois qui sont aujourd'hui toujours considérées comme valables, hein, les lois la loi des airs de Kepler, évidemment la loi de la gravitation universelle de Newton, etc. Mais là, on est avant, bien sûr, et on n'est pas encore dans cet univers-là. Voilà donc en gros le lien entre culture et politique à Cordoue. Et donc vous parlez du califat omeyyade de Cordoue, hein, c'est l'apogée de cette Espagne musulmane. Après il y a une période un peu de trouble avec ce qu'on appelle les taïfas, un petit peu, hein, où il y a des autonomisations locales. Voilà. Et puis apparaissent deux dynasties, ce coup-ci plus arabes mais maghrébines, hein, les Almohades et les Almoravides. Alors qu'est-ce que ça change dans l'Espagne musulmane et est-ce qu'il y a une vision différente de la part des chrétiens de ces nouveaux arrivants? Alors, l'apogée donc du califat, c'est le Xe siècle. Hein. Le califat est proclamé à Cordoue en 929 parce que le califat fatimide, le deuxième des califats, avait été proclamé une vingtaine d'années auparavant en Tunisie. L'apogée, on en parlera peut-être tout à l'heure à propos de l'objet qu'il s'agit de commenter, du personnage qu'il s'agit de commenter. L'apogée politique et militaire du califat, c'est vraiment le dernier quart, on peut dire, du Xe siècle. Et puis vient l'époque des troubles, en effet, tout le XIe siècle est occupé par ces fameux rois des taïfas, c'est-à-dire que la péninsule ibérique se disloque, l'appareil d'État omeyyade éclate et le territoire de l'Espagne et aussi les territoires du Maghreb que l'Espagne musulmane, que le califat de Cordoue avait réussi à s'annexer, ces territoires se divisent en petites principautés qu'on appelle donc les taïfas jusqu'à la fin du XIe siècle. Et là, comme vous le disiez, interviennent successivement deux dynastie berbère. Hein. L'une née vraiment dans le Sahara marocain et mauritanien d'aujourd'hui, la dynastie des Almoravides, Al-Mourabitoun, les gens du Ribad, c'est-à-dire, traduisons simplement, hein, les gens du djihad.
parce que c'est ça, le ribat, la racine dans le Coran est très très directement liée au djihad. Alors qu'est-ce que c'est que ce djihad? Au départ, il faut le dire, ce n'est pas nécessairement un djihad dirigé contre les chrétiens d'Al-Andalus, hein. C'est un djihad en général d'abord pour rétablir l'ordre et la vérité, la pureté de la doctrine islamique à l'intérieur de terres qui sont déjà islamisées, c'est-à-dire dans le Maroc d'aujourd'hui, si vous voulez. Et puis aussi ce djihad, je vous l'ai dit, cette dynastie naît très très au sud, dans le Sahara mauritanien d'aujourd'hui. Ce djihad a pour première cible l'Afrique noire. Hein, c'est d'abord vers l'Afrique noire que ce djihad est dirigé, et il détruit le premier royaume africain connu, le premier royaume de l'or, puisque c'est d'abord l'or, plus encore que les esclaves, qui provenaient de ces territoires africains, d'Afrique occidentale. Il détruit le premier royaume de l'or qu'on connaisse, enfin qu'on connaisse par les chroniques arabes, d'ailleurs, le royaume du Ghana, qui n'était pas du tout situé là où se situe aujourd'hui l'État qu'on appelle le Ghana, mais plutôt à peu près là où se situe le Mali d'aujourd'hui. Et donc le djihad, évidemment, s'exerce aussi à partir de la fin du XIe siècle contre les chrétiens qui sont en train d'exercer leur première poussée reconquérante. Parce que ce qui détermine l'intervention de ces dynasties maghrébines, c'est d'abord le fait que ça bouge pour la première fois depuis plusieurs siècles sur le front chrétien, c'est-à-dire que les chrétiens, à partir de la fin du XIe siècle, et là c'est à l'histoire de l'Europe occidentale qu'il faut s'adresser, hein, les chrétiens pour la première fois commencent à engager une offensive de reconquête. Alors il y a plusieurs raisons à cette offensive de reconquête. La première, c'est évidemment la division justement des taïfas. Le fait que l'Espagne musulmane est divisée en petites principautés qui sont évidemment beaucoup plus faibles que ne l'était le califat. La deuxième raison, c'est la poussée, alors c'est un phénomène très général de l'histoire européenne, hein, c'est la poussée démographique. Et j'allais dire presque la poussée militaire, la constitution de l'ordre de la chevalerie, hein, en Europe occidentale et en Espagne comme ailleurs finalement, en Espagne chrétienne comme ailleurs. Ce qui est assez étonnant et ce qui explique assez bien et seulement la théorie d'Ibn Khaldoun, c'est que finalement il y a sans doute à la fin du XIe siècle, au moment où commence la reconquête chrétienne, il y a à peine 1 million d'habitants dans l'Espagne chrétienne, sans doute même pas. Il y en a 3 ou 4 millions, entre 3 et 4 millions dans l'Espagne musulmane, à peu près. Hein. Donc, les Andalous sont beaucoup plus nombreux, mais dans la mesure où ils ont été désarmés dans tous les sens du terme par un pouvoir d'État, la société andalouse est infiniment moins belliqueuse et infiniment moins capable d'affronter la société chrétienne par les armes que ne l'est précisément cette société chrétienne. Et donc, très curieusement, malgré leur faible nombre, ce sont les chrétiens qui ont l'avantage et qui prennent l'avantage sur les Andalous. Les Andalous doivent donc faire appel à ces dynasties maghrébines venues d'au-delà du détroit. Alors les Almoravides subsistent, enfin demeurent en Al-Andalus, règnent sur Al-Andalus pendant une cinquantaine d'années, pas beaucoup, hein, entre 1090 et 1147 pour être précis. Et après eux viennent les Almohades. Alors les Almohades naissent un peu moins au sud, mais tout de même, ce sont des Berbères aussi, des Berbères dits Masmouda, enfin peu importe, de la grande tribu des Masmouda. Ils naissent dans l'Atlas marocain, c'est-à-dire au sud de Marrakech, hein, dans les montagnes au sud de Marrakech, et ils s'emparent du pouvoir d'abord au Maghreb, puis ils remplacent les Almoravides en Al-Andalus, et ils vont s'efforcer, en gros sans succès, hein, d'arrêter la reconquête chrétienne. Il la freine indiscutablement. Hein, il y a plusieurs victoires musulmanes tout à fait spectaculaires entre la fin du XIe et la fin du XIIe siècle. Mais au début du XIIIe siècle, la messe est dite en quelque sorte dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire que les chrétiens coalisés, pour une fois, parce qu'il y a plusieurs petits royaumes chrétiens du Nord, petits ou plus grands, remportent une victoire décisive à Las Navas de Tolosa en juillet 1212, et cette victoire décisive va conduire en quelques dizaines d'années, pas tout de suite, mais enfin en quelques dizaines d'années, à l'effondrement, on peut dire, d'Al-Andalus, le retrait ou la disparition des forces berbères en Al-Andalus et la conquête de la plupart des grandes villes andalouses. En gros, Cordoue tombe en 1236,
Séville en 1248. C'est la dernière grande ville. Valence en 1238. Voilà, ces trois villes-là sont sans doute les plus importantes d'Al-Andalus à cette époque. En gros, donc, la reconquête est en réalité terminée en 1250. Le territoire actuel du Portugal est déjà fixé en 1250. Le royaume du Portugal est fixé, c'est sans doute l'un des plus anciens, sinon le plus ancien en Europe, dans ses frontières, il est fixé en 1250. On prolonge souvent jusqu'à la chute de Grenade en 1492, mais en fait, la chute de Grenade, c'est presque une autre histoire. Pour l'essentiel, la reconquête de 90% du territoire qui était tenu par les musulmans est accompli entre la fin du XIe siècle, 1085 la chute de Tolède, et 1248 la chute de Séville. Et donc ne subsiste que ce petit royaume nasride de Grenade, qui va d'ailleurs donner l'occasion au roi catholique un peu plus tard de célébrer la fin de la reconquête de la péninsule totale. Mais c'est vrai qu'il y a presque un peu plus d'un siècle finalement, là, ou presque deux, Deux siècles et demi, étonnant. où ce petit royaume subsiste, oui. toléré par les chrétiens finalement. Voilà. Alors c'est une grande, finalement, une grande ou une petite énigme de l'histoire. Pourquoi pendant 2 siècles et demi, alors que l'avancée chrétienne avait été sensible et constante pendant 1 siècle et demi, entre la fin du XIe et le milieu du XIIIe siècle, pourquoi pendant 2 siècles et demi il ne se passe rien ou presque rien? Alors, il y a 2 ou 3 explications majeures. La première est géographique. Le royaume de Grenade est effectivement, elle correspond à peu près à 3 des 50 provinces de l'Espagne d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est très peu, mais il est protégé par un système montagneux qui est profondément, dont les plis principaux sont parallèles à la mer, c'est-à-dire perpendiculaires à l'axe de progression, qui est nord-sud évidemment, de la Castille. Le deuxième point, en effet, c'est que seule la Castille est intéressée. Ni l'Aragon, c'est-à-dire l'est de l'Espagne, le pays valencien et la Catalogne, ni le Portugal ne sont plus intéressés à cette reconquête puisque leurs territoires ne sont plus limitrophes de territoires musulmans. Le deuxième point, c'est probablement que, comme vous le disiez il y a un instant, ce n'est plus un danger. Voilà, c'est tout simple. Le royaume de Grenade n'est plus un danger. La reconquête a été extrêmement violente, tant que mutuellement les musulmans et les chrétiens étaient des dangers les uns pour les autres. Mais à partir du moment où les forces maghrébines ont cessé de soutenir massivement l'effort militaire d'Al-Andalus, les royaumes chrétiens, et en particulier la Castille, se sentent en sécurité. Ce n'est pas le royaume de Grenade qui peut menacer la Castille. Et enfin, il y a les problèmes internes. Là encore, il faut faire appel à l'histoire européenne médiévale dans son ensemble. C'est-à-dire que en Castille, comme en Aragon, comme en France ou en Angleterre, les 14e, 15e siècles sont des siècles extrêmement agités d'un point de vue politique parce que ce sont les siècles de la construction de l'État. Tout simplement, c'est tout bête, ce sont les siècles de la construction de l'impôt et ce sont les siècles de la constitution d'un pouvoir royal qui devient monarchique, qui cesse d'être le pouvoir presque paternel et paternaliste de la pyramide féodale qu'exerçait encore Saint-Louis. Vous savez que c'est dans le code de loi que Saint-Louis édicte, qu'il est dit que le roi vit du sien, c'est-à-dire que il n'y a pas d'impôt dans l'Europe du XIIIe siècle encore. Le roi vit de ses domaines comme un grand seigneur. Comme le plus grand, certainement des seigneurs, mais fondamentalement, il n'y a pas d'impôt. L'impôt a disparu pratiquement depuis l'époque carolingienne, peut-être même depuis l'époque mérovingienne, presque depuis la chute de l'Empire romain. Et donc, la réintroduction de l'impôt au XIVe siècle
dont Tocqueville fera d'ailleurs le véritable début de l'histoire européenne, cette réintroduction est extrêmement pénible. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on ne paye pas l'impôt très volontiers, surtout lorsque on ne l'a en réalité dans la mémoire humaine jamais payé, parce que un impôt que vous ne payez plus depuis 6 ou 8 siècles, il est très, très évident que c'est un impôt que vous n'avez jamais payé, surtout dans la conception médiévale des choses, où la mémoire est essentiellement une mémoire vivante. Et donc, ces problèmes internes de l'Europe des XIVe, XVe siècles expliquent largement que le royaume de Grenade ait été oublié. Alors pourquoi finalement on en vient à le reconquérir, fondamentalement, je crois, il y a deux raisons. D'abord, la réunion des deux Espagnes, deux des trois. En gros, vous avez trois royaumes au XIVe, XVe siècle, le Portugal, la Castille et l'Aragon. Et outre les questions qui se posent partout ailleurs, donc de construction de l'État, le principal problème du Moyen-Âge espagnol est de savoir comment va se faire l'union. J'entends, si l'union va se faire entre la Castille et le Portugal, ce qui aurait parfaitement pu se faire et ce qui aurait paru à beaucoup plus logique, ou bien si elle va se faire entre la Castille et l'Aragon. En gros, pendant très longtemps, les rois de Castille ont penché pour l'union avec le Portugal. Ne serait-ce que parce que les deux langues, en réalité, sont plus proches, le castillon et le portugais, que le castillan et le catalan. Qui était pratiquement la langue du royaume d'Aragon, le catalan. Et donc, l'histoire en décide autrement, l'héritier d'Aragon épouse l'héritière de Castille en 1469, et donc l'union se fait entre la Castille et l'Aragon, et faire quelque chose de grand, c'est-à-dire reconquérir Grenade, paraissait une des manières d'affirmer l'unité nouvelle de cet ensemble considérable, et qui va presque immédiatement jouer un rôle considérable, en effet, sur le théâtre d'opération européen. Et la deuxième raison, qui est très profonde, probablement, c'est la conquête de Constantinople. C'est la revanche de la conquête de Constantinople. En 1453, les Turcs enlèvent la très vieille capitale du monde chrétien, c'est la dernière capitale de l'Empire romain, Constantinople, et c'est un choc considérable en Occident, non seulement parce que Constantinople est tombée, mais parce que les Turcs n'ont visiblement pas l'intention de s'arrêter là. En 1480, ils débarquent en Italie, ce qui est peu connu. La population de la ville d'Otrante est massacrée par les janissaires ottomans, qui repartent parce que le sultan meurt à ce moment-là. Le sultan Mehmed II, le conquérant de Constantinople, meurt à ce moment-là. Et donc, il y a chez les rois catholiques la volonté de venger sur le petit royaume de Grenade, au total, le massacre de Constantinople, parce qu'en plus, Constantinople a été prise dans un grand déploiement de massacres, il faut bien le dire. C'est-à-dire que l'empereur byzantin a été tué au cours du siège, et la population déjà très clairsemée de Constantinople a été très largement affectée par cette conquête. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut dire, justement, durant toute cette période, on va dire, qui va du Xe siècle au XVe siècle, que ces petits États du Nord, au départ, la Castille et l'Aragon, voire le Portugal, se sont construits face à cet ennemi musulman qui est là à leur porte. C'est-à-dire, est-ce que c'était l'ennemi qu'il fallait abattre, mais en même temps, c'était celui dont il fallait s'inspirer un petit peu, ou pas du tout, au contraire? Enfin, comment ça s'est construit? Est-ce qu'il y a eu des choses un petit peu parallèles, comme ont fait les Normands, par exemple, en Sicile, ou si on regarde le manteau de sacre de Roger II, par exemple, c'est écrit en musulman, voilà, enfin en arabe, je veux dire, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des choses comme ça un petit peu ou pas du tout? Complètement. Oui. Vous avez des choses très comparables. Alors, pas tout à fait comparables, parce que ce qui peut-être distingue la Sicile du XIIe siècle, après, à partir du XIIIe siècle, c'est un peu différent, mais ce qui distingue la Sicile au XIIe siècle, c'est le très faible nombre de conquérants normands. C'est-à-dire que vous avez une toute petite élite normande qui a reconquis l'île, et la majorité de la population est soit grecque, soit arabe. Et donc, à peu près nécessairement, l'administration des rois normands fait appel beaucoup plus massivement aux vaincus que les rois
d'Espagne. La reconquête en Espagne, les rois des Espagnes, la reconquête en Espagne a été assez lente pour être accompagnée par un repeuplement d'autant plus aisé que la population de l'Europe est en pleine expansion. Hein, c'est ce qui explique aussi d'ailleurs qu'en Sicile, ça ne dure qu'un siècle. Au-delà de la fin du XIIe, du début du XIIIe siècle, disons, la pression démographique italienne permet, là aussi, une espèce de reconquête par le repeuplement de la Sicile. On n'a plus besoin, en quelque sorte, des vieilles populations, musulmanes ou grecques. Alors les Grecs sont assimilés purement et simplement, les musulmans aussi, ou bien ils s'en vont. Hein, il reste en Sicile, comme en Espagne, une forme de mystère sur ce que deviennent ces populations musulmanes conquises. Alors on peut dire que les élites s'en vont très vite, mais en revanche, il reste assez de gens pour traduire les textes, pour servir les besoins esthétiques en effet de la noblesse castillane ou aragonaise, mais surtout castillane et portugaise. Hein. Il y a tout un art qu'on appelle l'art mudéjar qui domine, on peut dire, le paysage esthétique de l'Espagne au XIIIe, XIVe siècle et qui est directement inspiré de l'Espagne musulmane. Il reste surtout, il ne faut jamais négliger leur rôle, beaucoup de juifs qui ne partent pas, qui n'ont aucune raison de partir, évidemment, puisque ils sont évidemment neutres dans cette entreprise de reconquête. Ils sont même plutôt du côté des chrétiens parce qu'ils avaient été, il faut bien le dire, contrairement à une légende qui court aujourd'hui, maltraités par les Almohades en particulier, par la deuxième des dynasties berbères qui les avait chassés d'Al-Andalus. Donc, pour ces juifs, la reconquête chrétienne est au total une assez bonne chose, hein, qui leur permet de revenir dans le sud d'Al-Andalus, dans le sud de la péninsule ibérique. Et ces juifs, en général, sont arabophobes. Hein, ils sont capables de lire l'arabe, ils ne sont pas capables de traduire en général en latin, c'est le latin qui leur fait défaut, mais l'arabe ne leur fait pas défaut, ils traduisent en général en espagnol, et effectivement, il y a à partir de l'espagnol, il y a des clercs chrétiens qui sont capables de traduire en latin, ou qui ne traduisent pas beaucoup, ou qui ne traduisent pas du tout, pardon. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de textes d'intérêt scientifique, on va dire, hein, même si ce ne sont pas les plus importants, qui sont restés directement en espagnol, qui n'ont jamais été traduits en latin, ils ont probablement été traduits directement de l'arabe à l'espagnol par des juifs. Hein. Donc les juifs jouent un rôle très très important dans ce passage. En tout cas pour les textes, il est probable, enfin c'est beaucoup moins bien pour les artisans, c'est beaucoup moins bien pour les artistes, parce que, comme vous le savez, les artistes du Moyen-Âge ne signent pas leurs œuvres en général. Il y a quelques exceptions, mais très souvent, ils ne signent pas leurs œuvres. Et donc, on le sait beaucoup moins bien. Il est probable que des juifs ont aussi joué un rôle dans l'esthétique mudéjar, mais il y a eu aussi très certainement pas mal de musulmans. Il suffit de considérer l'origine arabe, mais arabe par la langue peut désigner à la fois des musulmans comme des juifs, hein, l'origine arabe de nombre de noms de métiers espagnols, alfarero qui veut dire le potier, ou bien albanil qui veut dire le maçon, etc. Hein. C'est dans ces domaines techniques, hein, et artisanaux que les mots arabes se sont maintenus le plus longtemps. Souvent ils ont disparu petit à petit à partir du XVIe, XVIIe siècle, mais il en reste encore aujourd'hui beaucoup. Et donc vous évoquiez tout à l'heure un peu cette notion d'Al-Andalus médiéval où la société vivait en plus ou moins grande harmonie, ce qu'on appelait il y a quelques années la convivencia, qui est aujourd'hui Oui. largement remise en cause. Est-ce Oui, que vous pourriez oui. en parler un petit peu? Parce qu'on a l'impression qu'il y avait un âge d'or où les juifs justement vivaient avec un statut de dhimmi protégé, Oui. où tout se passait bien, et en fait on en revient un petit peu aujourd'hui. Hein. C'est pas Alors, tout à fait ça. Vous l'avez évoqué avec notamment les Almohades qui chassent les juifs. oui, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'historiographie sur cette question-là? Alors, disons que il faut en revenir à des choses simples et finalement universelles. On tolère d'autant mieux dans un pouvoir aristocratique plutôt que monarchique d'ailleurs pour le Moyen Âge, on tolère d'autant mieux des minorités qu'elles vous sont utiles. C'est tout simple au total. Alors, prenons les minorités
chrétiennes et juives pendant l'époque musulmane sont-elles utiles? Très modérément, hein, pour tout dire. Hein. Elles n'ont pas de niche, d'alvéole de connaissances ou de pratiques qui leur sont à ce point particulières qu'elles soient indispensables au pouvoir musulman. Et donc, très curieusement, ça n'est pas pendant l'époque islamique, contrairement à ce dont on a parfois l'impression, que les minorités se sont particulièrement épanouies en Al-Andalus. En revanche, et comme le notaient déjà des penseurs espagnols comme Américo Castro au XXe siècle, en revanche, les chrétiens reconquérants, eux, ont besoin des minorités. Ils ont besoin des minorités parce qu'ils ont besoin de traducteurs pour reconquérir le savoir d'origine grecque mais traduit en arabe qu'ils retrouvent en Al-Andalus, et ils ont besoin de minorités tout simplement parce que ces minorités occupent l'essentiel des fonctions et elles ont l'essentiel des compétences techniques pour construire des immeubles, décorer des portes solennelles et grandioses, pour orner des monastères, etc. Hein, donc, ces minorités-là, à partir de la reconquête par les chrétiens, sont particulièrement utiles à l'aristocratie chrétienne. Et donc, elles subsistent dans un rôle important et dans une relative protection tant qu'elles sont utiles. Alors, le grand coup de massue, c'est même pas les rois catholiques. C'est le fait qu'à partir du XVe siècle, les élites, et en particulier la noblesse castillane et aragonaise, commencent à se tourner de plus en plus vers l'art italien. C'est tout bête, hein, je veux dire. À partir de là, les artisans musulmans ou juifs qui pratiquaient le mudéjar se trouvent relativement discrédités et dévalorisés, évidemment, puisqu'ils ne sont plus à la mode. En outre, l'essentiel des textes est désormais traduit, et la lumière vient désormais des universités du nord de l'Europe. Hein. Vous savez que la papauté a établi à Paris, et exclusivement à Paris, le discours sur Dieu, c'est-à-dire la théologie. Donc la grande faculté de théologie, c'est Paris. Et alors qu'au XIIe, XIIIe siècle, pendant l'époque dite de l'école de Tolède, à tort ou à raison, on venait étudier en Espagne, à partir on peut dire de la deuxième moitié du XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, hein, c'est la deuxième moitié du XIIIe siècle, on va étudier à Paris. Et là encore, hein, les minorités juives et musulmanes s'en trouvent disqualifiées, discréditées, sans intérêt. Et à partir du moment où vous êtes sans intérêt, alors là, vous êtes en danger. Hein, tout simplement parce que votre existence n'est plus absolument nécessaire au maître. Alors bon, les Juifs vont trouver à travers l'administration de la chose publique, ils vont trouver à travers l'Église, pour ceux d'entre eux qui se convertissent, ils vont trouver des voies d'entrée dans la société chrétienne. En revanche, les musulmans, dont les élites étaient déjà partis, il faut bien le dire, hein, les musulmans vont petit à petit être marginalisés jusqu'à constituer une minorité à la fois pauvre et rebelle, qu'on oblige à la conversion après la conquête de Grenade, hein, c'est ce qu'on appellera les morisques, et ces morisques, ils subsistent entre la reconquête de Grenade, quelques années qui suivent la reconquête de Grenade 1502, ils sont convertis de force, enfin on leur demande de se convertir au christianisme ou de quitter l'Espagne, dans la grande majorité des cas ils se convertissent, et puis comme ils sont mal convertis, mais ils ne veulent pas accepter les vérités pourtant aux yeux de l'Église évidente de la religion chrétienne, ils sont expulsés d'Espagne au début du XVIIe siècle, entre 1609 et 1613. C'est la fin définitive, si j'ose dire, de l'islam andalou. Voilà. Et donc on parlait tout à l'heure aussi de ces savants, un petit peu andalous, hein, de l'époque. Il y avait des grands philosophes, je pense à Averroès, pas Bien que. sûr. Est-ce que vous pouvez en présenter quelques-uns et l'apport un petit peu qu'il y a eu à la fois dans le monde médiéval, mais pas que, jusqu'à aujourd'hui quasiment on peut dire. Bon, il y a Averroès, mais il n'y a pas que lui. Il y a
Pas que lui, même si c'est effectivement sans doute la figure principale. Averroès meurt très tard, en 1198. Ce qui est caractéristique d'Averroès, c'est qu'il a été traduit tout de suite, hein, pratiquement tout de suite. Hein, c'est ce qui fait. Alors, il écrit surtout ce qui est tout à fait caractéristique de ce qui intéresse l'Occident lorsqu'il traduit des auteurs andalous. Il est surtout connu comme le commentateur d'Aristote. Hein. Il commente l'œuvre d'Aristote de long en large, si j'ose dire, la totalité de l'œuvre d'Aristote connue en arabe, c'est-à-dire presque la totalité, à l'exception de l'œuvre politique, de ce qui est connu encore aujourd'hui d'Aristote. Il y en a d'autres, évidemment. Il y a sans doute moins de mathématiciens en Al-Andalus qu'en Orient, hein, un peu moins brillants. Il y a quelques très grands médecins, Zahraoui en particulier, qui écrit un superbe traité de chirurgie au début du XIe siècle. Il y a bien sûr aussi, mais ils ont moins intéressé la traduction. Hein. Il y a des poètes, il y a des musiciens, il y a des auteurs, hein, d'une manière générale. On peut compter Ibn Khaldoun comme un Andalou, hein, c'est probablement le plus grand historien de l'islam médiéval. Il y a l'homme qui a précédé Ibn Khaldoun dans ma préoccupation pendant de longues années, c'est-à-dire Ibn Hazm de Cordoue, qui est un auteur tout à fait extraordinaire, hein, à la fin du Xe, au début du XIe siècle. Donc effectivement, Al-Andalus a été l'un des, on peut dire, 3 ou 4 un très très grand foyer de l'islam médiéval pendant la meilleure époque de l'islam médiéval, c'est-à-dire entre Xe et XIIIe siècle. À partir du XIIIe siècle, l'Andalous s'effondre, mais d'une manière générale, tout de même, hein, on peut dire, même en Orient, il y a une forme de ralentissement de la créativité, hein, de l'islam, plus une conservation de l'acquis qu'une innovation véritable. S'il y avait d'autres, les deux autres grands foyers, c'est Bagdad, bien avant le Caire. Alors, le Caire, c'est un peu plus tard, c'est justement le conservatoire de l'islam entre XIIIe et XVe siècle, dans l'ordre de la création de l'innovation entre IXe et XIIIe siècle, c'est plutôt Bagdad, et puis l'extrême-orient musulman, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Khorasan, au Moyen-Âge et encore aujourd'hui d'ailleurs, le nord-est de l'Iran, et l'Asie centrale, enfin l'Ouzbékistan d'aujourd'hui, hein, qui a été un très grand foyer. Là aussi, c'est de là que vient Avicenne, Ibn Sina. Et donc, en revenant un peu sur Tolède tout à l'heure, qu'on évoquait, c'est véritablement un point d'entrée de ce qui se faisait dans le monde musulman en Europe. Mais ce point d'entrée, il intéresse les Européens parce que c'est un endroit de traduction avant voilà, tout. Hein, voilà. C'est pas la culture musulmane qui les intéresse en priorité, voilà. C'est parce que les musulmans ont récupéré le savoir grec. Voilà, hein, absolument. Exactement. Absolument. Et qu'est-ce qu'on y fait à Tolède concrètement? Alors, c'est assez difficile, hein. C'est encore l'objet de débats. Hein. Ce qu'on disait traditionnellement, c'est que en gros, il y a à Tolède, parce que Tolède est la première des grandes villes andalouses reconquises en 1085, hein, il y a à Tolède entre 1100 à peu près et 1150, pas au-delà, hein, une école de traduction, c'est-à-dire qu'on traduit des textes avec l'association souvent constatée, en effet, d'un traducteur chrétien et d'un traducteur juif. Le traducteur juif traduisant de l'arabe à l'espagnol et le traducteur chrétien traduisant en général de l'espagnol, la version espagnole ayant souvent disparu, en latin. Hein, donc il nous reste la version arabe et la version latine. Si j'en crois mon amie est très bonne spécialiste de l'Espagne chrétienne, Adeline Rucois, l'école de Tolède ne se limite pas à ça. On a enseigné à Tolède, avant que la papauté ne décide que c'est à Paris que tout se ferait, en quelque sorte, hein, parce qu'on se méfie. On se méfie de l'attaque, on en parlera dans un instant, hein, de l'attaque de ces choses très complexes
et qui peuvent porter directement sur les vérités dogmatiques du christianisme, comme elles ont porté sur les vérités dogmatiques de l'islam d'ailleurs. Donc, avant cette relative fermeture de la réflexion qui va situer la totalité de l'activité théologique occidentale chrétienne à Paris, il semble que à Tolède, on ait en effet traduit et enseigné avec une certaine liberté au total. La liberté de l'anarchie primitive, en quelque sorte, de la découverte des textes, des textes scientifiques et philosophiques, et que aux chrétiens et aux juifs locaux se soient ajoutés, évidemment, ça on est même sûr, des curieux venus d'Europe occidentale, hein, en particulier d'Angleterre, hein, Daniel de Morlaix ou Adélard de Bath. Étrangement, les Anglais sont déjà extrêmement présents, des Normands, hein, anglais en général, donc des Occidentaux particulièrement intéressés à à redécouvrir la science des Grecs. Voilà. Alors, encore une fois, c'est assez vite l'Église intervient parce que ce sont des matières dangereuses. Ce sont des matières dangereuses dès le début du XIIIe siècle, entrent en conflit ou du moins entrent en contact rugueux, hein, les vérités héritées d'un monde qui ne connaissait pas la foi, c'est-à-dire d'un monde grec, hein, qui ignorait la révélation chrétienne, évidemment, tout comme il ignorait la révélation musulmane, et un monde du dogme chrétien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les chrétiens à Tolède héritent non seulement du problème, mais de la solution. C'est-à-dire qu'ils héritent aussi de la manière dont l'islam, qui a les mêmes problèmes, évidemment. Hein, là aussi, vous êtes en présence d'un dogme musulman et de textes grecs qui ignorent totalement l'existence de Dieu. Hein, c'est aussi bête que ça. Hein. Non seulement l'existence de Dieu, mais très très concrètement, qui ignorent l'existence de la création du monde, par exemple. Il n'y a pas de création du monde chez les philosophes grecs. À aucun moment il vous est dit le monde a été créé, etc. Hein. Ça, c'est caractéristique des religions monothéistes. De la même façon, il n'est évidemment pas question d'un jugement individuel des âmes, il n'est pas question d'un paradis, il n'est pas question d'un enfer, etc. Enfin, je veux dire, il y a toute une série de choses particulièrement importantes dans les religions monothéistes qui ne sont pas dans ces textes grecs. Mais lorsque les chrétiens reçoivent ces textes, qui les retraduisent, ils ont en outre le commentaire musulman. C'est-à-dire, voilà ce que nous, monothéistes musulmans, nous disons sur ces textes. Voilà comment il est possible de concilier la vérité de l'islam avec la vérité de ces textes. Puisque ces textes sont vrais, hein, ils sont tenus en très grande révérence par les auteurs islamiques, de la même façon qu'ils seront tenus en très grande révérence par les auteurs chrétiens. Donc, il y a pour les chrétiens moyen de copier en quelque sorte les solutions acquises par les musulmans pour dire oui voilà bon c'est la même chose, hein, ils ont raison, d'où l'intérêt d'Averroès. Tout l'intérêt d'Averroès, c'est que il a commenté et donc en partie résolu les difficultés que présentait un texte d'Aristote qui ignorait totalement l'existence de Dieu. Hein. Il a réussi où il a tenté de réintroduire le Dieu de l'islam dans les textes d'Aristote, mais une fois qu'on a réintroduit le Dieu de l'islam, il est relativement facile de réintroduire le Dieu du christianisme, d'où le fait que saint Thomas d'Aquin s'est beaucoup servi d'Averroès, même s'il l'a critiqué évidemment, puisqu'il s'agissait d'évacuer le Dieu de l'islam et d'y mettre le Dieu du christianisme, ça va de soi. Ce qui était dans une certaine mesure un peu plus facile parce que
les textes originels du christianisme, c'est-à-dire les évangiles, sont en grec, alors qu'il y a une traduction de moins à faire que les musulmans devaient faire. Donc si on suit votre raisonnement, de ce que nous avez dit depuis le début, l'islam est un biais de transfert de la culture antique essentielle, primordiale, oui, dans la culture européenne à l'époque. Parce que je me souviens, il y a quelques années, il y avait eu un livre qui avait fait polémique, Aristote au Mont-Saint-Michel, qui avait, de façon volontaire, l'idée d'éluder un petit peu cette traduction musulmane, cette transmission musulmane, en disant que finalement on n'avait pas eu besoin des musulmans et qu'il y avait déjà des textes, on connaissait déjà Aristote. Alors, on sait aujourd'hui que c'est largement faux. C'est vraiment l'islam qui a fait revenir cette pensée antique dans le monde occidental. Absolument. On connaissait une toute petite partie d'Aristote, en effet, essentiellement une partie de la logique d'Aristote, mais bon, l'essentiel a été traduit. C'est vrai que ça paraît absurde, qu'il paraîtrait beaucoup plus facile de faire passer du grec au latin, que de passer par une traduction du grec à l'arabe, puis de l'arabe au latin. La logique voudrait que on soit passé directement de l'est à l'ouest de la Méditerranée chrétienne, sans passer par le monde musulman, mais que voulez-vous, l'histoire n'a pas été, en l'occurrence, le trajet que l'histoire a imposé n'a pas été le trajet logique. Et voilà, bon, c'est tout ce qu'on peut en dire. Ce qu'on peut en dire finalement, c'est que dès la fin du XIIIe siècle, cela dit, et ça tient peut-être au transfert de textes sans Dieu à un islam avec Dieu, puis à un christianisme évidemment avec Dieu, dès la fin du XIIIe siècle, il y a à l'université de Paris, une crise qui est assez connue, qui tient à ce qu'un certain nombre de maîtres de la faculté des arts, c'est-à-dire la faculté des arts, c'est la faculté des sciences, en fait, de Paris, et ce sont des activités qu'on appellerait aujourd'hui propédeutiques, c'est-à-dire c'est les premières activités. La faculté des arts, c'est ce que vous faites d'abord avant de passer aux trois grandes facultés finales, qui sont la faculté de théologie, mais ça c'est à Paris en particulier, les facultés de droit, ou les facultés de médecine, qui sont des facultés finales, mais d'abord il y a une sorte de tronc commun, qui est la faculté des arts, dans lesquelles on vous parle précisément de philosophie et de sciences. Donc un certain nombre de maîtres de la faculté des arts débarrassent ces textes grecs de leur traduction, en quelque sorte, à la fois musulmane et chrétienne, et en reviennent à l'acuité de la question grecque. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a jamais eu une création du monde? Ou est-ce que le monde est éternel, comme semble le dire Aristote, etc. D'où une crise très vive, mais au total, il n'est pas sûr que le monde musulman ne l'ait pas connu lui aussi, parce que Averroès n'a pas été mieux reçu dans le monde musulman que ces gens de la faculté des arts de Paris n'ont été reçus dans le monde chrétien. Ils ont été évidemment tout à fait anathémisés, ça va de soi. On se retrouve donc, Gabriel Martinez-Gros, dans la deuxième partie de cet enregistrement où nous souhaiterions présenter aux collègues du secondaire à la fois peut-être un personnage emblématique de la période d'Al-Andalouse, de l'Espagne musulmane, et aussi peut-être un document que les collègues justement pourraient réutiliser en classe de 5e ou en classe de seconde avec leurs élèves. Voilà, alors qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, c'est un choix difficile, évidemment. J'avais pensé à un objet
et un personnage qui curieusement lui est lié. Alors, comme ça, on fait tout en même temps, hein, indirectement lié, à vrai dire. L'objet, c'est ce qu'on appelle la pyxide d'Almorera. Alors, c'est un mot étrange, bizarre. Pyxide se traduit en anglais casquette, c'est-à-dire tout simplement c'est une boîte, probablement une boîte à onguents, mais elle se trouve aujourd'hui au Louvre, tout simplement, cette pyxide d'Almorera. Et c'est une magnifique boîte tirée du travail de la défense en ivoire d'un éléphant, hein, tout simplement. L'ivoire était extrêmement rare et il manifeste probablement, hein, la présence de cet ivoire en Al-Andalus manifeste probablement l'intensité relative, hein, de la relation avec le Maghreb et avec l'Afrique noire à partir de la deuxième moitié du Xe siècle, lorsque on commence à établir de façon régulière des relations au-delà du Sahara avec ce fameux royaume du Ghana que les Almoravides vont détruire à la fin du XIe siècle. On importe de l'or, on importe des esclaves déjà en très grand nombre, des esclaves africains, et on importe aussi de l'ivoire, de l'ivoire d'éléphant. Et donc cette pyxide d'Almorera est issue d'un seul bloc d'ivoire, et c'est une des œuvres absolument majeures, absolument emblématiques de l'art islamique. Pour ceux qui visiteront le département des arts de l'islam du Louvre, c'est pratiquement dès l'entrée, hein, vous avez une espèce de vitrine, enfin vous avez une vitrine, c'est pas une espèce de vitrine, c'est une vitrine qui vous présente deux des chefs-d'œuvre du Xe siècle, du premier islam, on peut dire, puisque malheureusement l'essentiel a péri dans un naufrage absolument radical, hein, de ce premier islam. Et parmi ces deux œuvres, vous avez ce qu'on appelle une aiguière, c'est-à-dire une carafe, hein, tout simplement fatimide en cristal de roche, taillée au Caire à la fin du Xe siècle, et cette pyxide d'Almorera, qui est donc taillée dans l'ivoire, en Al-Andalus à la fin du Xe siècle. Alors, elle s'appelle Pyxide d'Almorera parce qu'elle a été faite pour un prince, qui était alors le prince héritier d'Al-Andalus. Nous sommes en 968, ce prince a probablement 18 ans, c'est probablement pour ses 18 ans, qui correspondait en gros à l'âge de la majorité, que la pyxide a été faite pour lui. Il est héritier, pourquoi ? C'est le frère du roi régnant, du calife régnant, mais ce calife régnant, pendant longtemps, n'a pas eu d'enfant. À vrai dire, il est resté auprès de son père. Les chroniques nous disent que le père de ce calife régnant, lui-même régnant, bien entendu, le calife Abdelrahman III, avait donc pour son fils, qui s'appelait Al-Hakam, une passion tout à fait exclusive. Et alors qu'il avait laissé ses 5 ou 6 autres fils, d'un très très grand nombre de femmes, hein, le harem était considérable de plusieurs dizaines de femmes, il avait laissé la plupart de ses fils s'établir dans la ville de Cordoue, il avait gardé auprès de lui son aîné, hein, qu'il avait eu à l'âge d'une vingtaine d'années, hein, donc il y avait une vingtaine d'années de moins que lui, Al-Hakam, et donc cet Al-Hakam ne s'était jamais marié. On disait même qu'il avait plus de goût pour les garçons que pour les filles et qu'il ne se marierait jamais. En tout cas, son père en était persuadé, et lorsqu'il en est venu à l'heure de sa mort, Abdelrahman a disposé non seulement de sa propre succession, mais de la succession de son fils. Il a dit à Al-Hakam, tu vas me succéder, bien entendu, tu seras calife, mais après toi, ce sera ton très jeune frère, qui a presque 35 ans de moins que toi, Al-Morela, qui te succédera. C'est mon fils préféré, c'est un enfant encore, si il était assez grand, je lui confierais le califat, mais il n'est pas encore assez grand, et tu lui serviras en quelque sorte de tuteur, ton règne se prolongera jusqu'à ce qu'il soit adulte, et il deviendra calife après toi. Rompez. Hein, c'est assez autoritaire, hein, puisque ça interdisait totalement en principe au calife Al-Hakam, qui devient en effet calife après son père, d'avoir un enfant. Mais
la vie suit son cours et Al-Hakam avait déjà 46 ans, si je compte bien, 46 de nos années, de nos années solaires, lorsqu'il devient calife. Donc c'est un homme d'âge, il n'a pas d'enfant. Mais à partir du moment où il est calife, il a des esclaves, bien entendu, il a un harem, même s'il ne s'en sert pas beaucoup, et l'une des femmes de ce harem en vient lui plaire beaucoup. C'est une esclave d'origine basque, semble-t-il, hein, qui s'appelle Sobre, c'est-à-dire en gros l'aurore ou le lever du soleil en arabe. Et donc cette femme, dont on dit qu'elle se déguisait en garçon pour plaire davantage au calife Al-Hakam, qui avait plus de goût pour les garçons que pour les filles, cette femme réussit à avoir un enfant du calife. Elle en a même deux. On dit que Al-Hakam en était tellement passionné qu'il avait de goût pour aucune autre femme de son harem. C'est la seule avec laquelle il a eu un enfant. Le premier enfant meurt en bas âge, comme il arrive assez souvent à cette époque, et le deuxième enfant survit, donc il s'appelle Hicham. Il est né en 965, lorsque la pixie d'Al-Mourela est exécutée, en 968. Cet enfant a 3 ans, Al-Mourela a 18 ans. Le calife commence à vieillir, il est assez évident qu'il ne vivra pas assez longtemps pour que son fils soit adulte. Hein, et donc, normalement, le pouvoir doit passer à Al-Mourela. Mais Sobre fait tout ce qui est nécessaire, en se constituant évidemment un parti dans la cour, hein, puisque elle est indispensable au calife, et qu'on veut plaire à la favorite pour plaire au calife. Elle se constitue un parti dans la cour pour faire en sorte que son fils devienne l'héritier à la place d'Al-Mourela. C'est très difficile, parce que le califat, en principe, ne peut pas appartenir à un enfant. Hein, il faut être adulte pour être calife. À vrai dire, l'Orient donne déjà des exemples contraires. Hein. Il y a eu un calife, sinon enfant, du moins adolescent en Orient, il avait 14 ans, Al-Muqtadir. C'est presque le seul exemple qu'on connaisse en Orient, et puis le califat abbasside est désormais sous tutelle en réalité. Donc ce n'est plus tout à fait un modèle. Et donc les résistances sont fortes. On voit bien à travers les textes, les chroniques qu'on a de cette époque, et qui sont par chance parmi les plus fournis, que la cour se divise entre ceux qui pensent que ça ne tiendra pas, on risque la catastrophe. Hein. Et donc il faut s'en tenir à la décision prise par Abdelrahman, il faut qu'Al-Mourela devienne le calife, et ceux qui militent pour le nouveau cours, en quelque sorte, c'est-à-dire qui veulent plaire à Sobre et à Al-Hakam, c'est-à-dire ton fils Hicham peut être calife. Il a 8 ans, il a 9 ans, ça ne fait rien, il est tellement doué, il est tellement génial, ce qui n'est évidemment absolument pas vrai, qu'il peut devenir calife, il a la maturité pour être calife. Alors voilà, la mort d'Al-Hakam se précise, il est de plus en plus malade et il est visiblement au bout du rouleau. Sobre décide, avec l'aide du Premier ministre du calife, et surtout avec l'aide de son, de son favori, hein, c'est-à-dire de l'homme qui gère sa fortune. Hein, là, il y a là une fortune qui lui a été évidemment offerte par le calife, mais en tant que femme, elle ne peut guère sortir du harem, donc guère administrer ses biens. Hein. Et cet homme est l'homme qui administre ses biens. Hein, il s'appelle Ibn Abi Amir, c'est sur lui et sur le Premier ministre qu'elle va s'appuyer pour éliminer Al-Mourela. Elle a une chance considérable, c'est qu'évidemment le calife va mourir à l'intérieur du palais, donc elle en sera l'une des premières informées, et donc elle a le temps d'agir, et le temps d'agir il est extrêmement simple. Le calife meurt dans une nuit, au petit matin, Al-Mourela est arrêté et il est étranglé dans sa maison même, ce qui prive le parti d'Al-Mourela de candidats. Il n'est pas nécessaire d'exécuter massivement les membres de ce parti, ils le seront, mais un peu plus tard. Hein, petit à petit, on s'en débarrassera petit à petit, il suffit de les priver de candidats. Et donc la pixie d'Al-Mourela a quelque chose
d'extrêmement tragique, doublement tragique en quelque sorte, d'abord parce que celui pour lequel elle avait été faite, qui est un prince héritier, va disparaître dans des conditions tout à fait tragiques, mais aussi parce que l'homme qui exécute Al-Mughira, c'est donc ce Ibn Abi Amir, l'homme de confiance de Sobr. C'est celui qui va prendre petit à petit le pouvoir. Il va changer de nom. On l'appelle Al-Mansour ensuite. C'est l'homme des grandes expéditions militaires contre le nord chrétien de la péninsule ibérique. Petit à petit, il va se débarrasser de ses complices dans le coup d'État, parce que c'est un coup d'État évidemment, de la matinée de la mort du calife Al-Hakam II. Il va même se débarrasser de Sobr. En prenant avantage du fait que lui, il est un homme, il peut commander les armées, et elle est une femme, et ne peut évidemment ni sortir du palais, ni commander les armées. Et il va tenir le petit calife Hicham, au nom duquel il gouverne, en tant que hajib, dit-on, c'est-à-dire en tant que chambellan. Il va le tenir dans une espèce de minorité éternelle. Lorsque Ibn Abi Amir meurt en 1002, après 24 ans de pouvoir absolu sur l'État, Hicham a 37 ans, et pratiquement il n'est jamais sorti de son palais. Il a été tenu pratiquement prisonnier par Al-Mansour et Ibn Abi Amir. Et l'éclatement d'Al-Andalus, qui va déterminer le régime des taïfas au XIe siècle, tient en grande partie à cette histoire, c'est-à-dire que, en fait, la dictature qu'Ibn Abi Amir, dictature victorieuse, en particulier par ses expéditions contre le nord chrétien, qu'Ibn Abi Amir impose à l'Andalous, sera d'autant moins acceptée qu'elle a commencé sur un meurtre, et que ce ne sera jamais oublié. Lorsque Ibn Abi Amir meurt, il transmet son pouvoir à ses propres enfants dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que le même calife, Hicham II, passe sous la tutelle des enfants d'Al-Mansour, l'aîné d'abord, puis l'aîné meurt, c'est le cadet des fils d'Al-Mansour qui prend le pouvoir. Pour quelques mois seulement, une révolution éclate à Cordoue, menée par les Omeyyades, par la famille des Omeyyades, qui renverse le pouvoir du dernier fils d'Al-Mansour, et celui qui va exécuter le fils d'Al-Mansour, abandonné de tous, en particulier des membres berbères, des mercenaires berbères de son armée, c'est le fils d'Al-Mughira. Étrangement, Al-Mughira, quand il est mort, avait 27 ans environ, il avait déjà un enfant. Et cet enfant, 40 ans plus tard, prend la revanche de la mort de son père en assassinant le fils de celui qui assassinait son père. Donc un objet qui est représentatif à la fois de la complexité de ce califat omeyyade de Cordoue, et en même temps on est à une période de la fin de l'apogée, totalement. Al-Andalus. C'est l'acmé et en même temps la chute. Presque en même temps. Mais Gabriel Martinez-Gros, on vous remercie. Alors, sachant pour toutes les personnes qui ont écouté qu'on retrouvera donc des photographies de cet objet, une bibliographie complète sur le site internet de la PAG. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr.